RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Les grandes gueules, on continue jusqu'à 13h avec le comédien maintenant Bruno Solo. Il est à l'affiche de la pièce Tilt en ce moment même au théâtre. Oui, de Sébastien Thierry. Avec Sébastien Thierry, ils sont deux sur scène. C'est un petit théâtre Poche Montparnasse à Paris. On va y revenir. C'est le théâtre de l'absurde. C'est assez étonnant, déroutant, drôle. Voilà. Et puis Bruno Solo, moi j'ai jamais vu dans ce type de pièce. Donc, c'est la première fois que vous me voyez au théâtre en même temps. Ça doit être pour ça. Non, mais même dans vos rôles de cinéma, etc., dans ce type de rôle un peu absurde. Non oui, c'est vrai. Bon, l'absurde, c'est la première fois que je l'aborde, mais indépendamment de ça, j'ai joué au théâtre. Je fais, dans la mesure du possible, chaque année, puisque je joue une fois par an au théâtre, des rôles totalement différents qui vont. Je vous ai vu dans du Feydeau, par exemple, et on est loin du Feydeau. Mais il y a quelque chose, il y a une dimension absurde aussi chez Feydeau, mais qui s'accroche. C'est-à-dire que la réalité devient absurde. Il a dit Feydeau. Chez Feydeau. Mais s'il l'appelle comme ça, Feydeau. Parce que on est très familier maintenant. Je l'ai joué deux fois. Alors voilà. Puisqu'on parle vaudeville, puisqu'on parle porte qui claque, amant. Ça vous fait pas penser à une pièce en ce moment là, la question qu'on pose à chaque comédien, chaque artiste qui vient maintenant dans les grandes gueules, c'est comment va Julie Gaillet? Ah ça je n'en sais rien. Je pense que c'est pas le moment de l'appeler. J'ai son numéro de téléphone, mais je ne pense pas que je l'appellerai. C'est pas quelqu'un que je voyais très souvent, mais que j'appréciais beaucoup pour son engagement en tant qu'artiste, productrice et tout. C'est une fille que j'aime vraiment beaucoup. Bon, maintenant elle est amoureuse, je le suppose, et il est amoureux. Je lui souhaite. Et je leur souhaite du bonheur, si tant est que l'histoire continue. Maintenant, en matière de vaudeville, j'en ai vu des plus sophistiqués, des mieux écrits. Il vaut mieux qu'on fait justement les proposer à Feydeau, comme je disais tout à l'heure, Georges Feydeau, et à Monsieur Labiche ou à Courteline. Ce genre de... Là, c'est un petit peu... Ça ferait un court-métrage pas terrible et ça ferait une pièce en tout cas minable. Closer qui dévoile la vie privée d'un chef de l'État. Closer, habituellement, s'attaque aux artistes, aux people, comme on dit. Là, c'est le chef de l'État. Des deux, il y en a un artiste, alors peut-être que c'est pour ça qu'il se sentait concerné. Mais est-ce que finalement, la vie privée du chef de l'État, elle ne vous appartient pas un peu ? Il semblerait en tout cas. Ça vous a choqué ? Vous dites, non, c'est normal de savoir. Non, ça me choque pas. J'ai vu il y a pas longtemps une pièce qui s'appelait Madame la Présidente, qui est une pièce qui retraçait la vie des premières dames, qui était une pièce extraordinaire, qui partait de Claude Pompidou, passant par Anne-Émone Giscard d'Estaing, Bernadette Chirac, Daniel Mitterrand, et enfin une petite allusion à Carla Bruni, mais qu'on ne voyait pas sur scène. Et en fait, tu te rends compte que ce sont des femmes qui ont été régulièrement humiliées. Sauf Madame Claude Pompidou, elle a été humiliée, elle, à cause de l'affaire Markovitch, mais jamais elle l'a cherché parce que c'est l'incarnation d'un amour fusionnel et très beau, l'amour qu'éprouvaient Georges et Claude l'un pour l'autre. Toutes les autres, Anémone, du fait de sa bigoterie, de son catholicisme un petit peu renfrogné comme ça, a subi des humiliations de son mari. Bernadette Chirac, c'est de notoriété. Daniel Mitterrand l'a accepté de manière plus ou moins tacite, mais a toujours été une femme militante. Cécile Attias est partie avant que ça commence. Carla Bruni, il semblerait que c'est l'amour dure 7 ans et ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. On en parlera l'année prochaine. Et voilà. Donc et puis Valérie Trierweiler, ça a été plus vite que prévu. Voilà, c'est le lot de ces femmes. Donc en fait, c'est la répétition. Oui, c'est la répétition. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, le rapport des médias au pouvoir a changé et qu'ils se sentent tout à fait le droit, presque le devoir, semble-t-il, d'en parler. Donc et ça vous choque parce que effectivement à l'époque ça existait, mais je m'en fous. On prenait pas de photos. On n'a qu'à faire la castration chimique pour tous les hommes de pouvoir. Et puis voilà quoi. Et comme ça, il y aura plus de problème. Il y aura plus de photos. L'autre sujet qu'on pose maintenant aux humoristes, aux comédiens, aux artistes qui viennent nous voir, c'est le rapport à Dieudonné. On a entendu Nicolas Bedos ce matin chez nos confrères d'Europe 1 dire qu'il se sentait un peu seul dans la dénonciation de ce qu'était devenu Dieudonné et il trouvait que d'autres humoristes auraient dû également sortir un peu pour voilà. Non. Guillon a fait régulièrement, mais il l'a pas cité parce qu'ils s'aiment pas beaucoup tous les deux, mais il fait régulièrement des tribunes dans Libération sur Dieudonné. Moi, comme d'autres, je me suis exprimé et bien avant même qu'on parle de Dieudonné là, parce qu'il y a les feux des projecteurs qui sont braqués sur lui. Moi, en 2003, que j'étais sur le plateau, je l'ai raconté au Grand Journal il y a quelques jours, j'étais sur le plateau lorsqu'il a eu ce dérapage, que je pensais à un dérapage maladroit, politique, mal maîtrisé.
voilà, avec un manque de culture et tout. Le Haïl Le fameux Israël. Haïl Israël, où à France l'époque, 3, voilà, c'était dans une émission présentée par Marc-Olivier Fogiel. Ensuite, tout le monde lui est tombé dessus. Le problème, c'est que ceux qui lui sont tombés dessus ont été moins virulents que ceux qui l'ont récupéré, comme des Alain Soral et des gens comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit, et il est devenu un négationniste, revendiqué. Son antisionisme, en fait, sur lequel on peut discuter, est totalement, en fait, pollué par son antisémitisme. Moi, je me suis souvent exprimé quand on m'a demandé de le faire. Je crois même ici une fois d'ailleurs, et ça m'a coûté et ça me coûte encore des menaces, des insultes, des agressions verbales, des mots dans ma boîte aux lettres chez moi. Ah bon ? Donc ça doit C'est venir pas vrai. d'un voisinage Encore relativement proche. Oui, là, il y a une semaine, le lendemain de mon intervention chez. Voilà, donc je peux comprendre que certains se disent je me lance pas sur ce terrain, mais il y a beaucoup plus de gens qui le disent, qui se lancent. L'argument Bedos, son argument c'est de dire certains le dénoncent pas parce qu'ils pensent qu'une partie de leur public est également public de Dieudonné. Il faut pas se fâcher avec son public. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'imaginent ça, mais il est tellement mégalomane, Nicolas Bedos, qu'il doit pas écouter ce que disent les autres s'il s'ouvrait un petit peu. Il a l'air d'être ouvert sur le monde extérieur, mais là il est tellement persuadé d'avoir fait un acte relativement d'ailleurs et extrêmement courageux, parce que je l'ai pas entendu chez vous, mais je l'ai vu à France 2, et c'est vrai qu'il y est allé. Et depuis d'ailleurs il lui-même se dit menacé. Oui, sans aucun doute. Oui, il est allé avec violence, avec courage et tout. Voilà, violence, il a fait preuve d'un certain courage. Maintenant, il n'est pas le seul à l'avoir fait et qu'il le sache. D'autant plus qu'il intervient après le ministre de l'Intérieur, donc oui, qu'il le sache, quoi. Il n'est pas le seul. C'était normal. Il a le sentiment d'être seul, mais il a aussi un peu le sentiment d'être seul au monde parce que voilà, c'est sa nature. C'était normal d'interdire le spectacle. Non, ça c'est enfin, à mon goût, en tout cas en tant qu'artiste, de toute façon, c'était une stupidité. Mais alors maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le fait qu'il était interdit a aussi peut-être obligé certaines personnes à regarder Dieudonné autrement, à se renseigner sur lui. C'est ça le revers de la médaille. L'Internet diffuse des idées parfois nauséabondes, mais parce qu'elles sont diffusées, elles sont voilà, tout le monde y a accès. Donc il y a peut-être des gens qui se sont dit ah d'accord, mais Dieudonné, ça n'est pas simplement un provocateur ostracisé par les pouvoirs publics, par l'opinion, par les médias et puis par certaines personnes, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui véhicule des idées assez nauséabondes. Alors ça en a peut-être ramené dans son giron, mais je pense que ça en a éloigné aussi. Mais je continue à penser que de toute façon, c'est une erreur de vouloir interdire ces spectacles. C'est le meilleur moyen de faire ce qu'il recherchait, l'en faire un martyr. Maintenant, on l'a touché au portefeuille, ça l'a embêté, il a arrêté son spectacle, il en a fait un nouveau, il a perdu beaucoup d'argent avec cette histoire. Cet argent, il en a besoin pour vivre, Diodo, voilà, il est comme tout le monde, donc ça l'a mis dans une situation difficile, mais je pense que ça ressemblait un peu à une guerre de coq entre Il est récupérable, selon vous, Dieudonné ? Non, je pense pas. Non, honnêtement, non. Je l'ai longtemps cru qu'il était. Je faisais partie de ceux qui pensaient que cette dérive, elle était intellectuelle, mais un peu aussi une sorte de réaction par rapport à ce qui semblait être pour lui une agression dont il il croyait être victime. Aujourd'hui, je pense qu'il est parti beaucoup trop loin et qu'il est engagé dans ce combat, ce combat, voilà, et qui est pas un combat si isolé que ça. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le croit qui sont de son avis, même des gens éclairés, si tant est que ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont ce rapport aux Juifs extrêmement ambigu, extrêmement paranoïaque, extrêmement... ils ont l'argent, ils tiennent les médias, ils tiennent le pouvoir. Encore en 2014. Oh oui, enfin, vous le savez, c'est pas à vous que je vais le dire. Vous le savez que enfin, pas à vous que je vais le dire dans le sens où vous êtes des gens informés, bien entendu, et que vous entendez des opinions s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Moi, par exemple, sur le net, où je ne vais pas beaucoup parce que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de compte Twitter, Facebook, Twitter et tout ça. Mais lorsque je vais sur Bruno Solo, c'est ma femme qui me l'a dit, parce qu'elle est abonnée à Facebook, elle me dit à nouveau Bruno Solo juif est arrivé en tête des recherches sur Bruno Solo. Je le reprécise pour la énième fois, je ne suis pas juif, je ne suis pas de confession juive, je ne suis même pas catholique, je suis même pas baptisé. Vous imaginez à quel point toutes ces choses-là ne me concernent pas, mais en tant que citoyen, effectivement, elles me choquent. Et en matière
devoir de mémoire essentiel, fondamental pour nos enfants, pour les gens qui sont là, qui se disent c'est pas si grave, on va quand même pas parler de 100 ans de cette histoire, si on va en parler 100 ans, 1000 ans, 100 000 ans, de ce génocide comme les autres. Les peuples dont le génocide ne sont pas reconnus sont des peuples qui souffrent, et qui souffrent. Le peuple arménien est un peuple parce que son génocide n'est pas officiellement reconnu par ceux qui l'ont fait. Les Turcs, eh ben, c'est un peuple qui n'arrive pas encore aujourd'hui à s'exprimer. Mais au-delà du cas de Dieudonné, il y a une très bonne étude qui est publiée d'ailleurs par le Monde aujourd'hui, c'est les résultats de Fracture française. C'est une étude justement qui explique que la société française est fracturée, et elle est de plus en plus intolérante. C'est-à-dire qu'on reproche de plus en plus des choses à son voisin, alors soit parce qu'il est juif, soit parce qu'il est musulman, soit parce qu'il a du travail, soit parce qu'il est riche, etc. Et qu'il y a de plus en plus de tensions. Est-ce que ça, vous le ressentez, ou est-ce que vous êtes protégé, ou est-ce que vous le ressentez alors que vous, l'artiste, vous êtes là au contraire pour rassembler. Le rôle d'un artiste, c'est aussi de faire en sorte que les gens viennent ensemble dans la salle, même s'ils se pensent à la même chose, et se marrent. Non, c'est très bien formulé, mais enfin, vous savez très très bien. Vous savez que vous avez raison en le disant. Bien sûr, les artistes, on fait partie même de ceux qui sont le plus ciblés, si ce n'est ciblés, en tout cas, je veux dire moi, après tout, je n'ai impliqué personne d'autre dans ma réflexion, mais je sens effectivement que quand j'ai commencé ce métier, le rapport vis-à-vis qu'on a avec le public a un petit peu changé pour certaines personnes. Mais bon, on est dans. C'est quoi, il y a de la jalousie? Oui, il y a de la jalousie, il y a des raccourcis, il y a des amalgames, il y a des un artiste, il a obligatoirement de l'argent. Si vous savez le nombre d'artistes qui n'en gagnent pas. Moi-même, j'ai eu des années plutôt cool, j'ai des années plus difficiles, je me bagarre, je réinvestis mon argent, je donne mon point de vue, ça c'est pas très bien vu, ça l'est de moins en moins. À une époque, les artistes donnaient souvent leur point de vue. Pendant un moment, il y en a qui ont décidé de ne plus le faire pour ne pas perdre effectivement un certain public. Et vous, vous avez hésité? Vous dites, je vais peut-être arrêter de donner mon point de vue parce que chaque fois ça m'envoie dans la gueule. Je le fais de manière beaucoup plus universelle, de manière beaucoup plus philosophique. Je m'engage pas sur des débats d'idées. En plus, je fais partie des gens extrêmement déçus. Bien sûr, je suis déçu par cette gauche qui est la mienne depuis que je suis né, depuis mon éducation de gauche. Voilà, je suis déçu, désabusé, la gauche, sidéré, abasourdi. La gauche décevra toujours au pouvoir. Oui, sans aucun doute, il semblerait. De toute façon, j'ai toujours pensé effectivement que les idées étaient plus fortes que les hommes qui faisaient semblant de les défendre. C'est mon avis. Je pense à d'autres artistes comme Kali qui s'est engagé auprès de Ségolène Royal et qui estime en avoir payé le prix, et qui d'ailleurs aujourd'hui ne veut plus parler d'actualité parce qu'il estime que finalement ça lui a renvoyé dans la gueule tout ça. Bah oui, mais bon, en même temps vous me posez la question, je vais pas me taire. Évidemment, quand on m'invite, on parle souvent de ça. C'est vrai, j'aimerais bien qu'on parle de ma vision du métier, de mon engagement d'artiste au théâtre, au cinéma, à la télévision, de ce que je fais depuis des années. Bon, c'est peut-être à cause de moi. J'en ai parlé il y a quelques années. Maintenant, ça loue pas. Dès que je vais chez les brigadiers chefs Truchot et Marshall, on me parle de ça. On peut parler du métier, mais vous voyez, quand on parle du cinéma français en ce moment, c'est pour dire que les acteurs sont payés trop cher, qu'il faut réformer les intermittents du spectacle. Qu'il faut réformer les intermittents et qu'on donne trop d'argent public au cinéma. C'est un iceberg. Je veux dire, il y en a 0,5% qui sont payés trop cher. Le reste, mais ils empêchent peut-être des films de se faire, de bons films de se faire. 10% seulement des films français sont rentables sur l'année 2013. Je sais, mais moi j'ai jamais eu cette politique-là. Même quand j'ai fait des films qui marchaient, je ne prends jamais au-delà de ce qui pourrait mettre le film en péril. Je fais des films pour rien du tout. Je fais cette pièce en ce moment pour, je peux le dire, pour 150 € par soir. Je pense pas que ça soit excessif par rapport à la carrière qui est la mienne. 150 € par soir, il y a beaucoup de gens qui aimeraient la prendre. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je l'ai fait parce que je suis un amoureux du texte, parce que je sais que je pourrais faire un film derrière qui me rapportera un petit peu plus d'argent, mais je n'ai jamais fait un choix autre qu'artistique. Mais est-ce que le système est perverti un peu? Le système est peut-être un peu perverti par des gens qui demandent et des gens qui leur accordent. Si on n'accordait pas, il suffit des fois de refuser. Moi, j'ai un exemple très précis. Il y a pas longtemps, un film dans l'ancienne boîte de production avec laquelle j'ai travaillé parce que j'ai repris ma liberté, j'ai monté une autre structure, dans l'ancienne boîte dans laquelle j'étais, qui a demandé beaucoup d'argent pour un film parce qu'il était une vedette. Je vous ne dirai pas qui c'est, et on lui a refusé. Et il a dit d'accord, j'ai demandé. Donc des fois, ça peut même s'arrêter là. Donc il y a aussi, il faut pas tomber dans une terreur vis-à-vis de ceux qui réclament beaucoup parce qu'ils sont. Oui, mais sauf qu'avant le producteur prenait un risque, alors qu'aujourd'hui, finalement, avec le système des aides, etc., il y a des films qui sortent, qui sont déjà amortis avant même qu'ils rencontrent le public. Elles vont pas sur tous les films. Et il y a beaucoup de films où les premiers. Ils viennent parfois sur des mauvaises comédies. Et on en voit pas mal des mauvaises comédies françaises. On en voit. Bruno, vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, en fait, je suis pas d'accord avec vous parce que je vais pas les voir justement. Donc. Ah ouais. Voilà. Vous êtes pas curieux? Non,
je suis pas curieux Ou pas maso surtout. Ouais, pas maso, ouais. Mais le fait est que ceux qui payent le prix fort de tout ça, c'est les intermittents du spectacle, notamment les techniciens du cinéma. Et ma femme est technicienne dans le cinéma, et le nombre de films maintenant qu'elle fait à moins 30, moins 40, moins 50%, et quand elle dit... il n'en est pas question, vous en faites pas qu'il y a du monde derrière pour dire oui parce que il y a des gens qui ont faim et donc voilà, elle accepte parce que si elle ne le fait pas ce film, après on va dire tiens, elle a pas fait celui-ci, c'est pas la peine de l'appeler, c'est une bêcheuse. Enfin, c'est terrible effectivement ce qui se passe dans le métier, mais je pense qu'il y a une régulation qui va se faire là dans les mois à venir. Il y a une prise de conscience, j'ai envie de dire presque politique, de certains artistes, de certains producteurs, de certains diffuseurs, de certains distributeurs, et aussi des exploitants qui ne peuvent pas avoir cette attitude tout le temps extrêmement cruelle vis-à-vis des films qui marchent pas et qu'on supprime très très vite. Voilà, il y a une prise de conscience collective qui va se faire et qui commence à se faire même dans les réflexions que nous, producteurs indépendants, qu'on peut avoir sur le montage de certains projets. Tilt, c'est la pièce. Bruno Solo, on va en parler bien sûr. Ah oui, si on va en parler, ça va faire Tilt bientôt. Merci. Et on va réécouter une ou deux petites choses aussi qui alimentent l'actualité du moment.